I'm Remco Evenepoel, I'm 18 years old and I'm from Belgium. Remco Evenepoel, ce jeune prodige dont tout le monde parle, mais qui es-tu Remco? Alors on a profité de son passage dans la région il n'y a pas longtemps pour lui poser 2-3 questions. Quel type de coureur es-tu selon toi? Bah écoute, je dirais, voilà, je suis plutôt un grimpeur, hein, j'aime le terrain montagneux. Pour moi, voilà, rien de tel que des ascensions, parce que je suis pas très rapide au sprint, et j'ai vraiment intérêt à partir de loin, plutôt sur des longues ascensions. Pourquoi est-ce que tu es parti du football, Remco? C'est vrai que je prenais plus de plaisir en fait au foot, je suis passé par pas mal de stades, et quand à 18 ans ou un petit peu plus jeune, on prend plus de plaisir à faire quelque chose comme ça, je pense changer, et puis maintenant je suis très heureux dans le cyclisme, hein. C'est génial. Quels sont tes espoirs pour 2019? Oh bah très modeste, hein, on va se contenter des courses d'une semaine, on va espacer tout ça. On va peut-être espérer performer au championnat de Belgique, peut-être au championnat de contre-la-montre, hein, j'aimerais beaucoup faire ça. Quelles sont les courses qui t'excitent? Moi, de toute façon, ce sera toujours les grands tours, hein, un jour, hein, mais en tout cas, dans un premier temps, les tours, moi, ce que j'aime, c'est la montagne, ce que j'aime, c'est grimper, j'aime envoyer du très lourd, peu importe le contexte, CLM, etc. Qu'est-ce que tu rêves de remporter? A Grand Tour, one of the 3 Grand Tours. Ouais, donc on l'a compris, le garçon est ambitieux. Il a pas l'intention de figurer, hein. Il n'a pas l'intention de figurer. Il est venu pour gagner. Est-ce que c'est le fameux nouveau Eddy Merckx qu'on nous présente? Est-ce que ce garçon va, je dirais, s'avérer être l'immense champion qu'attend la Belgique, hein, en montagne? Est-ce que après les flops que ce pays a pu connaître, que ce soit avec un Van den Broek qui finalement a jamais tapé plus que top 10 d'un Tour de France, avec à chaque fois le futur gars qui doit tout casser, mais qui en fait se casse lui-même, se crame. Quel va être le plan de développement de ce garçon? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut savoir que l'année dernière, donc moi je parle en février 2019, l'année dernière, Remco Evenepoel, il a commencé par recevoir très rapidement une grosse offre de la Sky. Et sur cette offre-là, Quick-Step a évidemment réagi de façon assez violente, parce qu'il n'était pas question pour eux de laisser partir comme ça un jeune talent belge. Et donc, Remco, il a signé chez Quick-Step, puis maintenant, l'objectif de Quick-Step, c'est vraiment de développer ce type pour en faire vraiment un très grand coureur. On peut faire confiance à Quick-Step. Quick-Step, une équipe pour le coup particulièrement indiquée pour Remco Evenepoel. Il va falloir faire grandir tout ça. Ça va être progressif, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette série Quick-Step Deceuninck Evenepoel. Et le mieux à faire, en tout cas le plus rapide et le plus facile, c'est évidemment d'aller dans Pro Cycling Manager, de se baser sur la World DB 2019, voilà, qui est présentée comme la plus complète, et de créer une partie, évidemment. On va sélectionner cette équipe qui a changé de nom, l'équipe donc Deceuninck Quick-Step. Voilà, c'est parti. Alors, cette équipe, on va évidemment la suivre, hein, on va pas non plus se contenter de parler que de Remco Evenepoel, même si c'est lui le moteur principal, hein, c'est lui qui m'a donné envie de faire quoi finalement? De donner une suite à ce que j'avais entamé avec Philippe Gilbert. C'est à la fois donc un épisode 1 et un épisode 4 à la fois, puisqu'il y avait 3 épisodes qui étaient consacrés à Philippe Gilbert, puisque c'était à ce moment-là une chasse au monument, hein, qui était proposée. Et là, en fait, voilà, j'ai envie de continuer cette histoire-là
Mais sauf que la World DB 19, elle permet de continuer avec les vrais effectifs, et ça c'est vraiment cool. On a aussi plein de maillots qui ont été mis à jour, etc. Enfin, c'est vraiment sympa. Alors, sans plus attendre, on va aller regarder. Oh là là, vous le voyez le petit là en bas, 64, ça pique. 64 de général, hein, en quelque sorte, avec des notes qui sont ce qu'elles sont. Ah, tiens, je vois que ça a été mis à jour, parce qu'il a un contrat de 2 ans et il a une option. Je vais aller voir les détails, j'ai un peu cherché. Il a un potentiel qui est entre très bon et grand champion. Ouais, pourquoi pas. Je vais le faire à l'aveugle, hein. Je vais même pas aller regarder dans le Fast Editor pour savoir. De toute façon, mon Fast Editor, il fonctionne plus. Il fonctionne plus, il faut que je change d'ordi et tout, c'est super pénible. Donc, grand champion potentiellement. Tiens, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Allez, on va tenter un petit rapport de scout. Voilà, éligible, non. Ouais, d'accord. Ouais, c'est toujours pareil en fait. Cet onglet, il sert un petit peu moins qu'à que dalle en fait, hein. C'est ça qui est vraiment amusant. Alors bon, on va devoir faire les choses tout seul. Alors on voit que ces notes à Evenepoel, elles sont assez géniales pour un type de 18 ans parce qu'il est né le 25 janvier, hein, donc ça explique tout. En fait, à l'heure où je parle, il a évidemment 19 ans. 63, 65, 64, 62, là aussi 64, 66, des notes physiques en fait pour son âge qui sont pas mal du tout. Apparemment c'est un bœuf, hein. Franchement il a l'air vraiment énorme physiquement, hein. 52 en sprint, 58 en accélération, ça correspond tout à fait à ce que l'ami nous avait dit en interview. Ok, donc c'est tout à fait correct. Parfait, parfait. Donc on va lui administrer un programme tout à fait spécial à ce garçon. C'est-à-dire qu'on va évidemment être amené à recruter de l'entraîneur, etc. Mais pour ce qui est de son programme, voilà, par exemple, je vois contre la montre. C'est pas idiot. Ah tiens, Peter Van Petegem, ah oui, un ancien coureur excessivement glorieux, son coach. Ah, c'est sympa d'avoir mis les Eddie Plancart aussi, excellent quoi. Ils ont mis des vrais noms, découvertes vraiment bien, hein, la World DB19. Hein. Donc ce Evenepoel, moi j'ai envie de l'entraîner. Bon tiens, pourquoi pas. Oui, allez, on va commencer par contre la montre. Mais j'aurais été plus enclin à mettre quand même grimpeur, allez. Je préfère mettre grimpeur dans un premier temps, parce que c'est un... Autant commencer à développer le truc déjà, et il travaillera aussi son contre-la-montre en fait. Il y a des études là-dessus, hein, sur le net, si on veut savoir qu'est-ce qui est bon de mettre comme axe d'entraînement pour quelqu'un, en fonction de ce qu'on veut qu'il développe, hein. Il y a des tas de gens qui en ont parlé, je pense pas que ce soit réellement un truc dont je doive moi reparler. Surtout que c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, le pourquoi du comment, hein. Moi, je préfère faire des vidéos sur des trucs que j'ai trouvé moi-même et pas sur des choses que je pompe aux autres gens. Alors, très très simplement, on va pas du tout suivre le mode habituel de Lotto Soudal ou de Andiamo Ragazzi sur cette question Quick Step et sur le développement de Evenepoel. Donc, on peut voir là qu'au 1er janvier, c'est toujours pas dispo, normal, les inscriptions. On a un calendrier. Tiens, attends, allons voir. Vuelta à San Juan. Allez, on va être en réalisme. On va y participer. On va y participer à ce tour de San Juan. Et ouais, c'est ce qui paraît être le mieux, de participer là. Après, on sait que d'après ce qui a été dit, il va également participer au Tour de Catalogne, Evenepoel. Hein. Donc voilà, Tour de Catalogne, c'est bon, il ira. De toute façon, on est automatiquement là-bas. Voilà, et puis là, c'est parti. Donc, on ajuste la forme de chaque coureur, la forme de départ, c'est-à-dire en fait, en gros, quelle charge de travail est-ce qu'il a dû effectuer pour se préparer d'une certaine manière pour une certaine date. C'est ça à quoi
correspond le très bas, le bas, le normal, l'élevé ou le très élevé. J'en ai rajouté un. C'est bas, évidemment, il n'y a pas très bas. Donc voilà. Alors, c'est impactant. Mine de rien, ce truc-là, il est impactant pour le reste de la saison. Donc, c'est pas à faire à la légère, en fait. Et quand j'ai un doute, moi, je choisis toujours le niveau de préparation inférieur. Là, je vous ai mis, par exemple, après, comment je m'occupe de notre champion, hein, tout simplement. Il faut l'appeler comme il est, hein, c'est-à-dire Julien Alaphilippe, qui est vraiment la figure de proue de cette équipe, même si on est sur une équipe belge et que Philippe Gilbert, par exemple, ou Yves Lampard ont vachement plus de popularité par rapport aux sponsors, par exemple. Hein. Un mot sur le sponsor, De Koninck. En fait, il est venu financer, c'est une entreprise, en fait, c'est un peu comme Quickstep, hein. C'est une entreprise de sol, là, vous savez, les trucs là qu'on met enfin notamment, hein, ils vendent notamment ça, quoi. Enfin, c'est un de leurs produits phares. Donc De Koninck, en fait, il est venu boucher des problèmes financiers, alors qu'on voit que là, je m'occupe de Evenepoel, évidemment, en ajustant toutes les courses auxquelles il va participer. En fait, je sais pas si, je pense que vous êtes un certain nombre à le savoir, en fait, mais en fin d'année dernière, en fin d'année cycliste, hein, il y avait d'énormes inquiétudes sur le financement de cette équipe. Et Lefebvre, il a dit ok, il faut vraiment que je trouve un sponsor, etc. Pour ça, en fait, qu'ils ont lâché Gaviria, ils ont été obligés. Même il y a Lorenz de Plus qui est parti. Il y a comme ça plusieurs mecs qui sont partis, qui étaient des coureurs d'importance. Et puis au final, il a fallu les lâcher, quoi. Voilà. Et donc, De Koninck est venu, c'est une entreprise cotée en bourse, hein, est venu comme ça compléter, et donc l'équipe, évidemment, elle appartient toujours au même homme d'affaires, mais par contre, le sponsor, c'est De Koninck Quickstep. Donc, il faudra pas m'en vouloir si je dis Quickstep, parce qu'en fait, ouais, dans l'imaginaire, enfin, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est encore Quickstep, quoi. Faut pas non plus déconner. Donc, on est sur Down Under, que j'ai assez vite résumé, vous allez voir. On va pas passer 4 heures, mais on va pas non plus mépriser le truc, parce que Elia Viviani, c'est quand même une arme de choix, hein, dans notre équipe Quickstep là. Voilà, ça y est, je l'ai dit. J'ai déjà oublié le De Koninck. C'est une arme de choix, et c'est quelqu'un qui vaut le coup, en fait, à des moments qu'on le désigne comme leader, et qu'on fasse ce qu'il faut pour le promouvoir, quoi, hein, pour lui offrir des victoires. Et du coup, j'ai fait un peu chou blanc sur les 2 premières étapes. La troisième, il y a une difficulté un tout petit peu avant une descente et l'arrivée. D'ailleurs, on a pris cher. Plutôt des spécialistes, hein, du truc, hein, Daryl Impey, Kwiatkowski, voilà. Il y a évidemment, Christophe, il est on fire, parce qu'il arrive à suivre même les types plus forts que lui en ballon. Il y a Colbrelli qui gagne cette étape-là, voilà. Donc bon, on est toujours en train de dérouler plus ou moins, hein. Étape 4, cette fois-ci, je commence à me vexer un peu, parce que je me dis, t'as un des tout meilleurs sprinters sur le plateau, et tu n'as pas encore gagné. Donc celui-là, on s'occupe de le préparer encore un petit peu mieux que les précédents, notamment en durcissant beaucoup sur la mini-difficulté qui précède, hein. Donc voilà, première victoire en 2019 pour Elia Viviani. Et puis c'est vrai que, comme l'appétit vient en mangeant, et qu'au classement général, finalement, il a que 8 secondes de retard sur Alexander Christophe, je me dis, écoute, pourquoi ne pas tenter de au moins résister dans cette étape 5 qui est l'étape reine, hein, très clairement. Et donc, on met un plan au point avec Morkov, avec Cavagna. Ça, c'est c'est le passage qui précède le passage final. Mais c'est la même difficulté, en fait, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de la reconnaître quand on passe juste avant. Ça fait figure un peu de répétition générale. Donc, en fait, il s'est pas passé ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais à tout prix être aux avant-postes, au pied de cette difficulté, mais ça a été quasiment impossible. Toutefois, grâce à l'excellent travail de Cavagna, on va réussir à coller. Et Romain Bardet, très joli, hein, sur ce coup-là, il va faire podium. Ouais, du coup, on se résout à l'essentiel. C'est quoi? C'est que finalement, on a limité la casse. Voilà.
Limiter la casse, c'est déjà pas mal. Il est très joli, hein, le nouveau maillot Sky. Hein. Je le trouve super joli. Faut que je fasse attention parce que pour un peu, ça me donnera envie de jouer avec eux. Je rigole. Donc voilà. Étape suivante, c'est la 6. Ben là, la problématique, elle est simple. Si Viviani gagne cette étape et que ni Christophe ni Daryl Impey ne terminent dans le top 3, puisqu'il n'y a que là qu'il y a des bonifications, la bonif de 10 secondes permettra de, oui, oyez, gagner ce tour, en fait. Du coup, allez, je le peaufine un peu, celui-là. J'avoue que des fois, les sprints, je serais un peu perfectible parfois. Hein. Puis par contre, quand c'est important, j'ai envie de me pencher sur le truc. Et puis en plus, là, Viviani, c'est notre leader, quoi, donc faut pas rigoler. L'équipe Quickstep, elle est venue là pour Viviani. Donc, allez, on est en réalisme de tout faire ce qu'on peut pour essayer d'aller chercher déjà au moins cette victoire d'étape, ça passe par là, hein, parce que si on n'a pas les 10 secondes, il se passera rien. Du coup, allez, j'ai emmené. Attention, il y a Impey quand même qui est là. Et donc, victoire de Viviani, ça va. Et en fait, surprise totale, Colbrelli et Kwiatkowski vont priver Impey et Christophe de la bonif. Ce qui fait que. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que notre sprinter italien, qui est en fin de contrat, là, hein, cette année, donc on pourra se poser peut-être 2-3 questions. Moi j'aime bien Viviani perso. En plus je l'ai dans aucune autre partie, donc ça me plairait quand même beaucoup de le garder, je l'aime bien. Ben ouais, il s'est adjugé ce Down Under. Bon bah voilà, ça fait plaisir. Écoutez, ça y est, on a enfreint le réalisme. Alors là, je recrute un docteur, il s'appelle Ferrari. Alors n'y voyez pas de mauvaises intentions de ma part, mais c'est parce que j'avais besoin d'un deuxième médecin, parce que quand il y a 2 courses en même temps, et c'est le cas là, puisqu'il y a il y a San Juan hein, qui va commencer alors que Down Under se termine en fait, et donc il faut un deuxième médecin. Voilà, j'emmène une équipe sur San Juan qui est très proche de celle qui est allée réellement il y a quelques jours, on peut dire, une grosse quinzaine de jours, voilà. C'était intéressant, il y avait Evenepoel, je l'ai regardé ce tour. C'était pas passionnant, hein, faut pas se le cacher. Hein. C'était pas passionnant. Oh, on voit Valverde avec son joli maillot de champion du monde qui vient s'imposer sur la première étape. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi pas, remarquez, Valverde il va vite, hein, donc à la limite. Et moi, je tiens à le dire, j'aborde le truc dans une disposition particulière. Je vais essayer d'être un peu plus en réalisme que d'autres fois. À savoir que comme il s'agit d'une course de préparation, je ne veux pas faire trop monter au niveau de la barre d'effort Julien Alaphilippe. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que je m'interdis en fait d'aller faire le gros bourrin, aller gagner au sprint avec Alaphilippe, parce que honnêtement, il y a moyen. Honnêtement, ces étapes-là, je peux les gagner avec Alaphilippe. Et c'est nul en fait, parce qu'en fait, certes, il peut le faire en fait, parce que ce type va très très vite, il est juste incroyable. Mais j'ai emmené Richez là, prononciation abjecte, hein, et attention, autre prononciation abjecte, Odeg. Alors je ne sais pas comment on doit dire en fait ce nom, je suis en train de me renseigner. Hodge, où j'ai entendu des commentateurs dire des trucs un peu bizarres. Bref, j'ai emmené 2 sprints, enfin Richez qui est plutôt un poisson pilote, j'ai emmené Hodge. Bon bah voilà, on va pas faire sprinter à la Philippe. Par contre, c'est notre leader, et puis au cas où, on verra bien. Alors le pauvre petit Ramco, il a du mal en fin d'étape. Hein. Avec son petit 66, petite parenthèse, ouais, un peu plus tôt dans l'épisode, vous avez vu 64. Alors, je pas pouvoir dire qu'il a progressé de 2 unités déjà en moins d'un mois. Non, c'est pas ça. C'est que quand il était à 64, il était particulièrement hors de forme en fait. Donc 64 n'était pas sa vraie valeur. De même que peut-être que 66 n'est pas sa vraie valeur. Simplement, vous savez, il y a la forme du moment qui fait baisser l'overall. Et c'est plus ça. Alors le pont ici, il est rigolo. Il y a même des gens en lévitation. Faut... ça va le coup d'être vu. Voilà, donc bon, sur ce petit CLM, que dans la réalité, Alaphilippe a magnifiquement, il a gagné, hein, et Evenepoel a fait quelque chose comme 3ème. Bon on n'a pas la même réussite, même si on n'est pas ridicule.
mais on n'a pas la même réussite. Il faut dire qu'il y a dans la place quelques mutants, et notamment le mutant Geraint Thomas. Je sens que dans cette série, il se pourrait que Geraint Thomas soit un adversaire encore plus coriace que l'ami Chris Froome dans les séries Andiamo Ragazzi et Lotto Soudal. J'en ai comme l'impression. Geraint Thomas, il est juste waouh, hein, au niveau de ses notes. C'est juste magique en fait. Le mec est vraiment fort. Là, c'est dommage, on a failli gagner. Celle-là, on a failli la prendre, mais on l'a pas prise. C'est Groenewegen qui vient faire une moisson sur ce Tour de San Juan. Bon, voilà, donc acceptons-le. On voit que Valverde et Geraint Thomas sont très très présents au sprint. C'est un petit peu amusant quand même, hein. Là, on est dans un fail, hein, on est dans un fail du jeu, hein. Geraint Thomas qui vient contester la victoire à Groenewegen sur ce type d'étape, voilà, faut arrêter, quoi. Vous avez vu les notes de Geraint Thomas, voilà, elles sont plutôt sympas, hein. Il va être très 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 chaud à prendre sur les grands tours, le garçon. D'ailleurs, je pense qu'il doit être relativement en forme là en ce début d'année, parce que vous allez voir, il est plutôt performant. Donc on continue. Cette fois-ci, je me suis permis le luxe de protéger Evenepoel, puisque Evenepoel est quand même notre espoir grimpeur sur les années qui vont venir, hein. Je me suis dit, allez, mais bon, le pauvre, voilà, il y a un moment donné où il lâche. Cette étape, elle est surprenante, parce qu'elle est classifiée montagne, et pourtant les pourcentages ne sont jamais au-delà de peut-être 6 ou 7%. On voit que Valverde, Thomas sont fait la malle à la Philippe, conforme à ma stratégie, hein. On va pas au-delà d'une certaine barre d'effort, bon, donc j'ai pas placé l'attaque au moment où les autres l'ont placé. Je pense qu'on aurait eu vraiment du mal à suivre. Voilà, juste aller chercher une 5e place, mais sans fusiller la bête, hein. L'histoire, c'est pas de cramer à la Philippe. Les ambitions, elles sont dans pas longtemps pour lui, mais il faut attendre un petit peu. Il faut attendre quelques semaines pour avoir des petites choses à se mettre sous la dent avec Julien Alaphilippe. Donc il va terminer 5e de l'étape. Et pendant ce temps, le pauvre Evenepoel a pris un éclat au général. Donc là encore, on sera pas en réalisme, hein. C'est comme sur Dalander. Evenepoel, il va pas terminer comme il a terminé une San Juan il y a quelques temps. Donc allez, on continue. C'est un peu un entraînement au sprint, hein. J'ai eu un bug encore une fois. Regardez comme c'est rigolo. Geraint Thomas hyper présent au sprint. Bon, remarquez Valverde aussi, mais Valverde c'est un peu plus logique. Après, Geraint Thomas, je me moque un peu là du jeu qui le fait sprinter, etc. À la base, Geraint Thomas, c'est pas un grimpeur, hein. Geraint Thomas, c'est quasiment un spécialiste de classique, hein, dans une certaine mesure. En tout cas, il l'a été quoi, pendant un certain temps. Et donc, au passage, tout mon respect pour ce type de coureur. J'avoue qu'à un certain niveau, si j'ai le choix entre Froome et Geraint Thomas qui gagne le Tour de France, d'ailleurs on a vu que Geraint Thomas renonçait au Giro et allait s'aligner sur le Tour de France, si on a le choix, sincèrement, je serais toujours pour Geraint Thomas, parce que j'aime sa polyvalence, j'aime beaucoup le fait d'être à l'origine un coureur de classique qui a beaucoup travaillé. 3 petits points, on peut ensuite prétendre des choses ou en affirmer. Après, on n'est pas dans les secrets. On ne sait pas comment il a travaillé. On sait juste que chez Sky, ça bosse, quoi. Voilà, ça bosse. Après, comment est-ce que ça travaille, je ne sais pas. Vous voyez le joli maillot arc-en-ciel. On a vu juste avant que j'avais essayé d'échapper Evenepoel, mais non. Sur San Juan, tu n'as pas le droit de t'échapper si tu n'es pas sud-américain. Donc, tu te ranges dans le peloton et tu attends. Voilà, donc c'est assez symptomatique de ce genre de course-là, hein, où quand même les locaux essayent beaucoup de briller, hein, très clairement. Donc bon, on n'a pas eu le droit de sortir, c'est pas grave, on attendra. On attendra peut-être d'être en pic de forme pour essayer de sortir une fois. Mais on va pas non plus brûler les étapes. Le petit Evenepoel n'était qu'à sa première course professionnelle. Donc, pas d'affolement. Alors là, on voit qu'il m'est tombé une tuile juste avant la classique Cadel Evans. C'est que Viviani, le pauvre, il s'est blessé. Mais après,
Enfin, c'est pas blessé, il est malade, ou je sais plus, il y a un truc du style. Alors qu'on voit qu'il y a un joli nouveau maillot Lotto Soudal. Petit clin d'œil à nos amis Lotto Soudal. J'avoue que, allez, ça m'a convaincu, je vais l'installer dans la partie. Lotto Soudal, je vais le transformer le maillot, parce qu'il est effectivement plus joli celui-là que ce que l'était. J'avais eu des doutes au départ. Alors, ici, dans cette classique Cadel Evans, il y a cette difficulté dans laquelle on est, et c'est pour ça que je m'attarde dessus là, qui va être répétée 3 fois au cours des 50 derniers kilomètres, ou 60. Donc, c'est pour ça que je l'ai entre guillemets révisé à l'avance, parce que la dernière fois où on passera, c'est-à-dire maintenant, ça aura une importance capitale, parce que ça peut être d'une part là que l'IA s'échappe, ça peut aussi être un moment surtout, et c'est d'ailleurs super réaliste pour le coup, hein, dans lequel il y a un écrémage qui se fait et où au final les meilleurs subsistent et les plus faibles s'éliminent d'eux-mêmes. Donc nous en l'occurrence, moi j'ai choisi la tactique plutôt de faire confiance sur cette course à Morkov et Cavagna pour emmener Viviani, mais de façon on va dire voilà, patiente. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas frontalement, par contre on fait travailler pour emmener un sprinter, en fait, tout simplement, hein. Donc là, par exemple, c'est une séquence où Cavagna avait beaucoup donné, il va rester en protection de Viviani, pendant que Morkov va carrément placer une attaque, non pas pour attaquer en tant que tel, mais pour en fait pour ramener le peloton, hein, pour réduire l'écart, parce que je sais que l'attaque, dans ces cas-là, elle va être suivie, et le fait qu'elle soit suivie va me permettre en gros de boucher le trou, ou en tout cas d'effectuer un rapproché significatif vis-à-vis des échappés. Donc voilà, chose faite, on est sur le point de rentrer là, et il faut faire très attention au sprint sur la Cadel Evans Classics. Je l'ai payé hein, pour le savoir. J'ai perdu une fois avec Michael Matthews, alors que la victoire me tendait les bras, parce qu'en fait il va y avoir la fin du sprint, elle est en descente, donc il faut lancer maintenant. Voilà, il faut lancer maintenant, il y a une petite côte, en tout cas une mini côte, et derrière ça termine en descente. De ce fait, sur la descente, vous ne faites pas reprendre en fait. Donc il faut, en gros, il faut être devant au sommet quoi, au mini sommet. Hein, si je parlais de sommet dans ce cas-là, il faut être devant au sommet. Donc ouais, c'est bon, ça a été chose faite. Donc voilà, c'est ça les champions. Même malade, il s'impose en serrant les dents. Bravo à toi, Viviani, tu nous réalises un magnifique début de saison. Viviani, je pense beaucoup à lui pour Milan-San Remo, que j'essaierai de, en tout cas, il y a deux options, il y a la Philippe aussi, hein, mais je lui ai mis son pic de forme à Milan-San Remo à Viviani. Ce serait joli de s'imposer avec un Italien sur la Via Roma. Voilà, donc on continuera tout ça un petit peu plus tard dans un prochain épisode. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Le mot de la fin, c'est pour Remco. A Grand Tour, one of the 3 Grand Tours.